on peut faire un plan de coupe même. Hein. Ouais, c'est bon là. C'est bon. Eh bien, mesdames et messieurs, comme dit le micro, merci d'être venus à cette manifestation du Cercle Condorcet. Elles se font un peu rares depuis le Covid, depuis le début du Covid, c'est une reprise aujourd'hui que nous faisons sous la forme classique d'un intervenant spécialiste, expert. Parallèlement, je vous rappelle que nous avons maintenant des cycles de petites conférences, un peu comme des petits séminaires, mais c'est presque simple. Quand je dis petits séminaires, aucun rapport avec un établissement de formation ecclésiastique. Donc, Denis Conin et moi assurons donc, depuis l'an dernier, depuis le cycle 2021-2022, des petites conférences à thème ou historique ou philosophique. Ce soir, c'est une reprise, donc, et nous accueillons M. Gilles Luneau sur un sujet qui, je crois, va faire de plus en plus parler. C'est vrai que nous vivons une époque formidable. Dans les années 80, il y a des éleveurs qui ont été contraints, sous peine de faillite, d'utiliser des hormones interdites afin de gonfler leurs veaux de boucherie. Je dis gonfler au sens de Michel. Ensuite, c'est les États-Unis qui prétendront nous imposer d'importer leur bœuf aux hormones, sous peine de rétorsion, sous peine de boycott, de ce qu'ils nomment avec élégance nos fromages puants. C'est le Roquefort qui avait été la première victime de ce boycott. Mais comme le progrès fait toujours rage, les années 90 ont dû débarquer les semences OGM. Ça nous annonçait une plante qui était capable d'être son propre insecticide. Génial. On avait cru avoir atteint les sommets en matière de tripatouillage contre nature, et en 96, voilà le scandale de la vache folle. Alors, vous avez entendu parler de l'expression viande d'herbe, hein, quand une vache est au pâturage, l'éleveur fait de la viande d'herbe. C'est ce que nous faisons sur nos plateaux du Massif central, de la bonne viande d'herbe. Et pendant ce temps-là, les Anglais ont fait de la viande de viande. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un bovin anglais de l'époque qui a mangé sa grand-mère, sous forme de farine animale. Tout ça est dépassé. Maintenant, on a comme horizon alimentaire la viande sans os, sans gras et surtout sans animal. La viande dite cellulaire ou, pour ceux qui ont fait du latin, la viande in vitro. Et c'est sur cette aberration et sur les précédentes, je pense aussi, que Gilles Luneau, qui est réalisateur, essayiste, journaliste, il avait produit un ouvrage qui a eu dirigé un ouvrage qui avait eu un certain succès dans les années 2000, Le monde n'est pas une marchandise. Vous savez, avec José Bové et Philippe Dufour. Et François. François Dufour, pardon, qui était à l'époque patron de la Confédération paysanne. Alors, je ne vais pas empiéter davantage sur son propos. Je le remercie d'avoir fait tout ce chemin. Il est venu du Morbihan. Il a traversé la France en allant pour aller vers des régions froides et continentales. Je le remercie d'avoir accepté de faire partager le résultat de ses investigations aux Avallonnais et je lui laisse la parole. On va mettre ça, je vais essayer de mettre ça parce que je veux contrôler, je veux qu'on se parle parce que sinon je suis là. Je me suis mis un petit peu. Et bonsoir à tous. Alors, maintenant, merci de votre invitation. Merci aussi à Philippe Conin, parce que c'est lui qui m'a pris par la manche pour venir ici. C'est fort ça. Voilà. Vous m'entendez tous là, c'est bon, comme ça. Donc, vous voyez, vous m'avez présenté. Il y a pas. Je rajouterai dans le CV, j'y tiens quand même assez. Il y a un livre qui date 2003-2004 qui s'appelle La forteresse agricole. Qui est une investigation de 3 ans sur, on va dire, le syndicalisme agricole. Ça a démarré sur la FNSEA, mais pour comprendre les tenants et aboutissants, on va dire, des comportements, qui soient syndicaux, politiques, presque ethnologiques de la FNSEA, il fallait remonter à la naissance du syndicalisme au 19e, et donc voilà, j'ai retracé l'histoire. J'y tiens parce que non pas, je pense qu'il faudrait prendre la suite et compléter mon travail ou le critiquer férocement, mais il n'y a personne qui s'est aventuré depuis, et je demeure le seul auteur de l'histoire
des bibliothèques agricoles quand même qui sont remplies. Vous allez à Rambouillet, vous avez des milliers de volumes. Sur l'histoire du syndicalisme agricole, de manière un peu exhaustive, je suis le seul. Et donc, c'est pour moi une triste médaille. Enfin, je veux dire, je pensais avoir amorcé quelque chose. Voilà. Alors, il y a certainement on va dire, des raideurs dans l'appareil qui empêchent les candidats à continuer. Bon, c'est la petite parenthèse. Mais je tiens beaucoup à celui-là. Puis il y a un autre livre que j'ai coécrit avec José qui sur la désobéissance civile, sur le droit de désobéir quand on a tout essayé et qu'on a la loi devant nous. Voilà, dans l'intérêt public, pas pour son intérêt privé. Voilà. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est en fait une enquête que j'ai bouclée il y a 3 ans maintenant. Hein, c'était en 2019, puis il y a eu la pandémie qui, comme tout le monde, j'ai été impacté, quoi. Alors, je ressors de ma boîte, là. C'est une enquête que j'ai menée principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe, et puis un peu en Asie, un peu au Moyen-Orient, sur la fabrication de fausses viandes, pour faire court, quoi. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la manière dont, historiquement, ça démarre, les ersatz de viande, que ce soit les, entre guillemets, burgers végétaux, qu'on voit aujourd'hui dans tous les rayons véganes, en gros, ou que ce soit la viande in vitro qui commence à être sur le marché, c'est-à-dire pendant elle est autorisée qu'à Singapour, vous pouvez la déguster en Israël, et puis depuis 4 jours, les États-Unis, la FDA, la Food and Drug Administration, c'est le ministère qui décide de si les choses sont comestibles et si on les met sur le marché, a donné son autorisation à un des pionniers, on va en reparler, qui s'appelle Memphis Smith, qui vient de changer de nom, qui s'appelle Upside Food, il a l'autorisation de continuer à fabriquer du faux poulet, à partir de cellules souches de poulet. L'étape d'après, c'est, on va dire, les conditions normales qu'on va mettre à l'usine pour le faire. Hein, c'est-à-dire que la marche qui vient de passer, qui est énorme, hein, parce que je veux dire, ça a une conséquence mondiale, en fait, comme souvent ce qui se passe aux États-Unis d'un point de vue législatif, parce que ça revient dans tous les contrats, les accords de libre-échange, etc. On se resserre de ce qui vient du pays. C'est donc la reconnaissance de la comestibilité de cette viande aux États-Unis. Cette viande, je mets bien des guillemets, on y reviendra parce qu'il y a de la novlangue, il y a vraiment une désinformation qui passe aussi par l'anglais. Donc, ça n'a pas été beaucoup repris. Il y a eu un article de Réussir, pour ceux qui sont éleveurs ou qui l'ont été et qui connaissent, mais sinon, c'est vraiment pas repris, quoi. Hein, voilà. Et puis, pareil, j'actualise, après je vais rentrer dans le fond des analyses et de l'enquête, pour que vous ayez une idée du paysage. C'est-à-dire que au dernier comité central là, de la Chine, ils ont décidé d'investir massivement dans la production de viande cultivée. Ce n'est pas une surprise chez eux, mais ils ont précisé aussi que c'était sur toute la chaîne, c'est-à-dire intelligence artificielle, biotechnologie, l'amont, l'aval, quoi. Hein. Et puis, c'est symbolique, mais ça en dit beaucoup. Donc, la COP27, sous l'égide de l'ONU, abritait la fourniture de poulets cultivés par celui qui a été le premier à en faire aux États-Unis, qui s'appelle Eat Just, l'entreprise, que j'ai longuement interviewé, qui était dans mon bouquin, et qui avait eu déjà arraché l'autorisation de vendre à Singapour. L'ONU lui a ouvert grand les bras pour montrer que c'était une voie d'avenir pour nourrir le monde, je cite. Voilà, c'est pour donner un peu l'actualité. Si, un dernier point d'actualité, on en reparlera aussi. Marc Post, une entreprise qui s'appelle Mozambique, qui est le chercheur qui avait fait le steak, le premier steak in vitro en 2013. On l'a vu sur toutes les télés, toutes les radios. Donc le steak a fait plus de 140 000 €, quelque chose comme ça, les 142 grammes. Il vient d'annoncer, il a levé 74 millions, là, et il vient d'annoncer qu'il s'installait en partenariat, hein, en JV à Singapour, avec une boîte singapourienne qui est un des géants de la pharmacie, enfin de la fourniture de matériel, par exemple les bioréacteurs dont on a besoin pour cultiver de la viande in vitro.
c'est eux qui le font pour cultiver les vaccins, par exemple. Ça doit être le numéro 2 mondial ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas rien, c'est pas anodin du tout. Ça, c'est ma parano personnelle, mais je pense que c'est une opération pas seulement économique, c'est aussi politique. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer en Europe comme ça, parce que ça va bloquer au Parlement, dans l'état actuel, on va dire, du Parlement européen, je parle, et que là, ils vont revenir en disant l'Europe est à la traîne, vous vous rendez compte, on est obligé de s'expatrier pour produire, etc. Voilà. C'est tout récent, hein, c'est des choses qui. Ça fait 15 jours. Quoi. Voilà, donc. De quoi parle-t-on? On parle d'ersatz de viande qui sont fabriqués de deux manières. On va surtout discuter de la viande in vitro, mais parce que ça pose des questions, on va dire, de rupture de civilisation, c'est comme ça que je le vois. Mais on peut parler aussi des ersatz végétaux, c'est-à-dire ces fameux burgers qu'on vend comme des burgers végétaux qui sont en fait des aliments ultra transformés. Hein, c'est comme ça que les appellent les nutritionnistes, avec les problèmes de santé qui peuvent se poser si on en consomme trop. C'est-à-dire, c'est bourré de produits chimiques pour imiter le sang. C'est des protéines végétales, un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y a en effet de la purée de pois pour servir de viande, mais le reste, c'est certes de la protéine végétale, mais de synthèse. C'est-à-dire qu'on modifie une bactérie, une levure, un champignon, on modifie génétiquement pour lui faire exprimer la protéine que l'on veut. Ça se fait très facilement depuis longtemps. Ça avait été délaissé. Ça sert pour faire des médicaments en général. Ils ont découvert que finalement, on pouvait s'emparer du marché de l'alimentation, rentrer comme ça avec, quoi, et avec succès. Hein. La deuxième chose, c'est pourquoi j'en parle, c'est que, si vous voulez, ça fait partie des stratégies des entreprises qui font de la viande in vitro, c'est-à-dire, c'est clair, hein, ce que je raconte est accessible, c'est leur rapport annuel, c'est leur rapport stratégique, tout ça. Vous avez toutes les références dans le bouquin. Leur stratégie, c'est dans un premier temps, on gagne des sous avec des faux steaks végétaux, et ça marche bien, ils gagnent des sous. Ils sont cotés en bourse, etc. Ils ont réussi leur coup, hein, je veux dire. Et puis, avec l'argent gagné, on va attaquer le sérieux, c'est-à-dire le marché des 1400 milliards de dollars de la viande pour prendre pied dessus. En gros, c'est ça. Si vous voulez, c'est une offensive de substitution d'un marché par un autre. Alors, maintenant, on va faire un petit retour en arrière, c'est comment ça démarre. Je laisse de côté la manière dont tous ces gens-là ont bénéficié, on va dire, des acquis de la recherche médicale. Hein. La multiplication des cellules in vitro, c'est pour soigner les grands brûlés au départ. Donc il y a des gars qui s'en emparent en Hollande et qui commencent à dire mais on pourrait faire de la viande avec, qui cherchent des financements. On est dans les années 90. 2001, la NASA se dit pour les voyages, pour aller sur Mars, il nous faut de la fraîche, quoi, de la viande fraîche, de la nourriture fraîche, sinon on ne va pas tenir, hein, c'est des voyages qui peuvent durer 1 an, hein, je veux dire, bon, voilà, pas se refaire le coup du beriberi sur les 3 mois. Et donc il lance un appel d'offres, parce qu'on est aux États-Unis, la part de financement public sur la recherche, elle n'est pas énorme. Donc il lance un appel à concurrence sur trouver le moyen de faire de la viande artificielle. Et c'est ce qui va amorcer la pompe, naturellement. Tout de suite, vous avez 1, 2, 3 labos qui font ça, et puis les gars qui étaient en Hollande, qui passent par le Nord, qui rentrent dans la course, qui la gagnent. Hein. C'est Marc Post qui le premier fait son steak in vitro 142 grammes, je disais tout à l'heure. Alors à quoi ça ressemble? C'est un amas de cellules. Hein. Le principe de base, c'est la multiplication ce qu'on appelle des cellules omnipotentes. Hein. C'est des cellules qui peuvent se transformer un peu tout ce qu'on veut, qu'il y a chez tous les êtres vivants. On cultive une cellule comme ça et on la fait se reproduire. Tout simplement, ça veut dire qu'on a un liquide nourricier et à chaque stade de la croissance, il y a un autre liquide nourricier. On essaye de reproduire très schématiquement ce qui se passe dans le développement dans un corps. Je dis bien très schématiquement. Les expériences en labo se font au départ avec du sérum fœtal de veau. C'est
c'est pas terrible quand on est vegan de dire ma fausse viande est faite avec du sérum fétal de veau, en dehors du fait que ça coûte extrêmement cher, bien sûr, que les veaux, il faut les faire, quand même, il faut les faire faire. Donc, ça demande le temps, il faut attendre, il faut les élever, etc. Donc, les recherches se sont portées sur des hormones de croissance synthétiques dont on ne connaît rien, parce que c'est le secret industriel, c'est brevet, mais ils veulent quand même nous les faire manger, parce que c'est aussi ça, hein, on est confronté à ce secret-là, du brevetage. Et puis, pour financer tout ça, les gens du départ, oui, j'ai oublié de vous dire, les gens du départ, c'est ce qu'on a appelé les biohackers californiens. Donc on a des quadras nés dans la Silicon Valley, tout à fait au fait de tout ce qui est, je veux dire, technologie numérique, pilotage d'intelligence artificielle, gestion de données, etc. Et il y a la facilité avec une nouvelle méthode de sélection génétique qui s'appelle CRISPR-Cas9, de couper l'ADN comme on veut. Je veux dire, pour $200, $300, vous avez un kit. Hein. Et ils ont commencé dans leur salle de bain, dans leur garage, à bricoler des choses. Et puis ils se disent, bon ben voilà, là on arrive à faire exprimer, ce que vous disiez, des légumes de synthèse en fait. Et bon, on va le tenter pour la viande, qu'est-ce qu'on prend et tout. Et il nous faut des sous. Toc Toc, Silicon Valley Foundation, c'est là où les Zuckerberg, les Mark Post, tout le monde donne des sous. C'est 13 milliards de dollars, hein, le fonds de placement de la Silicon Valley Foundation. Et ils leur présentent le truc. Ils ont en face d'eux des gens qui sont à peine plus vieux qu'eux, qui culturellement, c'est l'Amérique des geeks, c'est des gens qui voient tout dans la réduction à des équations et un nombre de données, de la data. Ils courent à ça, ils s'aperçoivent que l'aliment, on peut le transformer en data, en nutriments, et des nutriments encore plus petits. Ils ont en face d'eux des gens qui leur disent on a quand même une idée géniale parce qu'on va sauver le monde. Hein, regardez les animaux qui souffrent. Alors, c'est vrai que si on regarde l'agriculture américaine, il y a de quoi être effrayé. Et ces gens-là sont quasiment tous végétariens ou végétaliens parce qu'ils sont dégoûtés par ça. Mais c'est aussi des gens qui ne sont absolument pas dans les cultures qu'on a, au moins dans le sud de l'Europe, qui lient agriculture, nature et culture alimentaire, etc. Je veux dire, pour eux, l'agriculture, c'est pas un rapport à la nature, du tout. C'est pas non plus un acte convivial qui finit dans l'assiette. Hein, je veux dire, c'est des gens de la fast-food. Donc, pour eux, c'est bien. Et puis, bon, on leur sert un discours qui est préparé, je m'attarderai dessus, avec le philosophe qui est derrière tout ça, qui s'appelle Peter Singer. Ça va être bon pour la planète, bon pour le bien-être animal, bon pour la biodiversité, et on n'aura plus de paysans. C'est quand même génial, se débarrasser des paysans, je veux dire, parce que c'est totalement inefficace. Ils l'expliquent noir sur blanc dans leur rapport. On n'a jamais vu un système économique aussi inefficace que d'élever des animaux et de faire pousser des plantes, parce que de toute façon, on va y arriver en usine, on va y arriver avec nos moyens. Hein, on reviendra dans le débat, je fais un topo. Voilà. Donc, et derrière tout ça, il y a, on va dire, il y a ce groupe-là. Il y a ce groupe-là, on va dire, des technos numériques, biotechnologie. Il y a un deuxième groupe qui rentre dans la finance, c'est le réseau de l'altruisme efficace. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît l'altruisme efficace ici. Personne? Donc, je suis obligé de l'expliquer. L'altruisme efficace, c'est la philosophie de Peter Singer, donc philosophe australien, mais qui enseigne à Princeton, aux États-Unis, qui a écrit dans les années 70-75 de mémoire un bouquin qui s'appelle Libération animale, qui est l'ouvrage à succès et la Bible du mouvement vegan, qui a réédité tous les ans, etc. Et dans lequel il dit que au nom de leur capacité à souffrir, les animaux font partie de la même communauté morale que les êtres humains. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà. Je pense qu'on reviendra dans le débat là-dessus. Et à partir de là, dans un pays où les organisations caritatives sont importantes, hein, où le don dans le monde américain et même plus largement protestant
c'est ce qui irrigue une partie de l'économie. Hein. Je veux dire, on donne pour les églises, pour les écoles, pour les hôpitaux, etc. Donc il y a des réseaux de captation comme ça de l'épargne. Et si vous voulez, ils montent un truc qui s'appelle l'Open Philanthropy Project, un joli nom, hein, pour capter de l'argent et le distribuer selon les principes de l'altruisme efficace, qui va donc servir à subventionner tout ce qui va permettre d'améliorer la condition animale. Ça apparaît pas comme ça tout de suite dans la lecture des choses, mais quand vous regardez, je pourrais vous donner, je ne vais pas vous embarrasser de chiffres, mais je vais vous chercher ce qui... Par exemple, hein, je me suis arrêté sur 2-3 ans, on est parmi, je vais sauter tout ça. Vous allez avoir une idée de ce qui est... C'est eux qui ont fait le chèque, par exemple, d'1,4 million d'euros à L214 hein, pour pouvoir faire de l'agitation chez nous. Ils ont versé, par exemple, c'est un exemple, c'est à CIWF, Convention in World Farming, qui est une organisation de protection animale extrêmement active à Bruxelles, et pour payer tout ce que réclame l'agitation, ils ont touché sur 2017-2019 4 693 975 $. On en fait des affiches, hein, et du téléphone, et tout ce que vous voulez, de l'agitation dans les facs. Voilà. Donc, je pourrais multiplier hein, les exemples, mais c'est donc le réseau altruisme efficace. Et ils ont une myriade d'organisations, aussi bien de production de recherche hein, intellectuelle. On retrouve des labos à Cambridge en Grande-Bretagne, à Berkeley, enfin, on en retrouve un petit peu partout. Et puis ça croise, on les retrouve aussi, et ça c'est vraiment intéressant quand je suis tombé dessus, en étudiant qui est au conseil d'administration. Et là on s'aperçoit qu'il y a des croisements des gens qui siègent dans l'un, dans l'autre, etc., avec tout le mouvement transhumaniste. Et on retrouve Elon Musk et compagnie. Quoi. Je veux dire, ils sont là, embusqués, comme en Bolstrom, si vous connaissez ceux qui suivent un peu les transhumanistes. Voilà, ces gens-là sont dans les conseils d'administration. C'est pas étonnant. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils se soucient particulièrement de l'agriculture, ils se soucient d'allonger leur vie. Donc, dès l'instant qu'on travaille sur la cellule et qu'on peut multiplier théoriquement à l'infini la vie, ça les intéresse bigrement. Donc voilà, il y a ces... J'en fais pas un complot, c'est ça que je veux essayer de dire. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts différents, mais qui convergent sur le démarrage de tout ça. Et puis comme ces gens-là, des gens comme Musk ou la Silicon Valley Foundation, c'est quand même d'une grosse visibilité dans on va dire, le jeu boursier. Les voir arriver, soutenir les startups, ça appelle d'autres gens. Et là, on a, je ne vais pas non plus vous les détailler, toute une série d'énormes machines financières, type Horizon Ventures, si ça dit quelque chose. Enfin bon, c'est des trucs énormes qui capent le pognon des fonds de pension, des assurances, des banques et tout, qui se disent on ne va pas laisser passer une occasion, on y va. Ils rentrent dedans. Et comme ils rentrent dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les grosses multinationales de la viande, les Tyson Foods, les JBS, les Cargill, Unilever, vous les avez tous, hein. Ils sont tous là, et pas que de la viande, hein, les Nestlé, ils sont là, etc. Le Danone, et ils viennent tous dans ces fonds-là en se disant on ne va pas rater l'occasion. Donc on est parti d'une bande de cinglés qui s'appelait eux-mêmes, je veux dire, je l'ai enregistré, il me dit oui, nous on est la vegan mafia, la mafia végane. Au départ, les start-upers, c'est la vegan mafia. Mais après, c'est plus ça, eux ils s'en foutent, hein. Ils ont pris, les gens, ces boîtes-là rentrent, je veux dire, au capital des boîtes, ça y est, hein. Eux ils se mettent 200 millions de dollars de côté, puis ils peuvent continuer à jouer, quoi. Je veux dire, on est à cette phase-là, c'est pour ça que je parle d'industrialisation, c'est-à-dire que quand vous avez ces grands opérateurs-là qui misent sur la table, c'est plus les petits biohackers californiens qui s'amusent et qui pouvaient nous faire sourire. C'est aujourd'hui, je ne vais pas réactualiser là, parce que j'ai eu des mois où je faisais autre chose, mais je veux dire que si je m'arrête à 2021, on en était à 14 milliards de dollars sur la table. Donc voilà, pour donner l'ampleur des choses, ces gens-là veulent du résultat derrière.
Hein. C'est pas rien. Voilà, c'est pour donner un peu le paysage du départ et un peu où on est. Hein. Voilà, je vous ai dit la toile d'araignée, tout ça, je regarde. On va se dépêcher. Hein. Donc c'est pas rien non plus, parce que il y a une valeur symbolique, mais je veux dire, c'est un message vraiment très fort envoyé. On est en septembre 2019, la Station spatiale internationale, il y a un relais avec deux cosmonautes russes, astronautes russes. Ils montent chacun avec du matériel. C'est pour élever des cultures in vitro de viande, hein, du lapin, du bœuf et du saumon. Il y en a pour partie qui est fournie par une boîte israélienne, l'autre partie par les Américains. Alors, je peux donner pareil les noms des boîtes, mais c'est pour essayer de faire court. Et l'imprimante 3D, c'est imprimé. Hein. C'est-à-dire vous avez, c'est un processus. Quand je dis c'est la transformation de l'alimentation en données, en data, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez, je veux dire, des banques de molécules, hein, de cellules, et vous avez une imprimante qui va vous, je ne vais pas dire chier, mais bon, je veux dire, ça va, vous voyez, qui va vous sécréter du lapin, du thon, là c'était du saumon, je crois, et puis du bœuf. Ils voulaient faire l'expérience, on reste, ce que je disais au départ, hein, quand même, il y a la NASA derrière, qui, elle, a tout intérêt à l'émulation et à la concurrence. Elle va prendre les meilleurs pour aller sur Mars, quoi. Voilà. Donc ils ont cultivé pendant plusieurs semaines de la viande en apesanteur pour savoir comment ça marchait, avec un champ magnétique autour, voilà, pour la tenir dans la boîte. Et ça marche. Voilà. Donc c'est une petite chose et pas une petite chose. C'est quand même un signal envoyé au monde. Depuis, si vous voulez, partout où il y a des gens qui sont intéressés à ça, vous avez des startups qui passent partout. Donc moi, quand j'ai fini le livre, il devait y en avoir 70 il y a 3 ans, on en est à 500. Hein. Il y a 500 boîtes aujourd'hui dans le monde qui travaillent là-dessus. Donc, on va dire une bonne centaine, avec les végétaux de synthèse, mais dont une centaine sur la viande in vitro. Il y en a 2 en France, il y en a en Espagne, il y en a en Italie. Voilà. Ils n'ont pas le droit pour le moment sur le marché, ils font un gros lobbying, mais ils sont là, ils sont installés. C'est, pour ceux qui connaissent la génétique de l'élevage, c'est le groupe Grimaud, qui s'est habillé avec une start-up qui s'appelle de mémoire Vital Meat, voilà, qui est installée du côté d'Angers, pour faire de la volaille in vitro. Hein. Donc, c'est pas rien. Toujours pour rencontre sur je regarde un peu, parce que là vous en avez 30 pages, je ne vais pas vous infliger 30 pages de conférence. Donc ça marche pour la viande, pour le lait, pour le bœuf, pour la gélatine, pour le cuir. Enfin, vous pouvez décliner toutes les productions animales, vous les trouvez. Et on en est même aujourd'hui en Australie, c'est récent, ça date de cette année. Il y a une boîte et il y en a une en Écosse là aussi. Ça montre la construction de l'amont et de l'aval sur la filière en formation qui servent de banque, de bibliothèque cellulaire pour la production en ligne de viande in vitro. Et donc vous avez, je pense à l'australienne parce que eux ils font très fort, ils proposent du porc, du bœuf, etc. C'est relativement facile, hein. Je veux dire, de prélever une cellule, même sur une plume de poulet, hein, vous avez une cellule souche, donc il suffit qu'il y ait un tout petit bout de chair. Donc ils sélectionnent et ils ont une bibliothèque de cellules, y compris d'animaux sauvages. Ils proposent de la caille là pour le moment. Mais je veux dire, vous voyez un peu comment les choses s'installent. Mais pour montrer comment c'est lâché, il y en a même qui essayent là c'est une boîte hein, qui essaye de produire des protéines animales à partir des microbes contenus dans l'air. Il y en a une autre, c'est pareil, c'est plus un effet d'annonce comme ça, mais quand même, qui s'est lancé expérimentalement dans la production de chair humaine. Eh bien oui, pourquoi pas, hein.
on vit une époque formidable. Donc voilà, vous avez des filières vraiment en formation. L'idée, c'est quoi? Qui est effrayante, et c'est ça que je veux partager comme interrogation, parce que je n'arrive pas avec une solution. C'est cet affranchissement des contraintes naturelles, c'est-à-dire d'arriver à produire de la nourriture sans animaux, sans végétaux, sans paysans, bien sûr. Donc c'est génial pour les multinationales. Hein. Les paysans, c'est emmerdant quand même. Ça peut se révolter, ça livre pas à temps. Vous avez des aléas climatiques. Bon, fini tout ça. Fini. On va réussir on va nourrir le monde. Et donc ils le prévoient, mais très bien. C'est-à-dire que ils ont déjà planifié. Il y a un rapport qui s'appelle Rethinks Agriculture, qui est. Je vais vous en lire un extrait. Je voudrais que vous allez voir. Voilà. Je veux dire. Le rapport en français, c'est Repenser l'agriculture 2020-2030. Ils sont un petit peu en retard, mais bon. C'est un long extrait, mais ça dit ce qu'ils ont derrière la tête. Au sens biologique, les aliments sont simplement des paquets de nutriments, tels que des protéines, des graisses, les glucides, les vitamines et les minéraux. Parmi ceux-ci, les protéines, les grosses molécules qui sont nécessaires à toutes les cellules pour fonctionner correctement, sont les plus importantes. Les macro-organismes produisent ces ensembles. Macro-organisme, c'est l'euphémisme pour se dire vache, poulet, pour dire un animal. Ça s'appelle ça un macro-organisme. Les macro-organismes produisent ces ensembles, mais accéder aux nutriments individuels en leur sein nécessite un traitement supplémentaire, ce qui ajoute un coût supplémentaire et diminue la qualité nutritionnelle. Les molécules individuelles de ces emballages, c'est toujours les animaux, sont donc les plus difficiles et les plus chères à extraire. Cependant, les micro-organismes produisent directement ces nutriments individuels. La domestication des micro-organismes nous permet donc de contourner simplement les macro-organismes que nous cultivons et élevons actuellement pour produire des aliments et accéder directement aux différents nutriments. Ce faisant, nous pouvons fabriquer des aliments à partir de ces nutriments selon les spécifications exactes de nos besoins, plutôt que de décomposer les macro-organismes pour y accéder. Nous pouvons remplacer un système extravagamment inefficace qui nécessite d'énormes quantités d'intrants et produit d'énormes quantités de déchets avec une méthode précise, ciblée et traçable. De plus, en déplaçant la production au niveau moléculaire, le nombre de nutriments que nous pouvons produire n'est plus limité par le règne végétal ou animal. Dans le nouveau système de production, non seulement ces protéines deviennent instantanément accessibles, mais aussi des millions d'autres qui n'existent pas encore aujourd'hui. Libres de concevoir des molécules selon les spécifications que nous souhaitons, la seule contrainte sera la limite de l'imagination humaine. Voilà, je peux vous en lire encore. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la rupture. L'alimentation, l'agriculture, c'est ce qui a fondé la société humaine. Je parle de 10 000 ans d'histoire. Ces gens-là balayent ça d'un trait pour, je veux dire, dans leurs termes à eux, se libérer. S'abstraire complètement, on va dire, de la contrainte naturelle qui pour nous est une contrainte fondatrice. Je veux dire, on est là sur, on va faire ce qu'on veut, c'est plus la peine d'attendre qu'une plante pousse, c'est agaçant quand même, ils mettent du temps à pousser, les animaux il faut du temps aussi. Là, clic, un bouton, et on a ce qu'on veut quand on veut. Et puis si vous voulez un goût, moi il y en a une qui m'a sorti, une petite start-up de New York, qui m'a dit carrément, mais vous vous rendez compte, c'est génial, on va pouvoir faire agneau saumon. Le goût agneau saumon. Voilà. Non, mais donc, si vous voulez, mais ils vous disent ça sans problème. Hein. Donc, je vais finir un peu, je reprends leur citation, je passe des choses. Ils disent, l'actuel système industrialisé d'agriculture animale sera remplacé par un modèle de food as software, où les aliments sont conçus par des scientifiques au niveau moléculaire et téléchargés dans des bases de données accessibles aux concepteurs d'aliments partout dans le monde. Il en résultera un système de production alimentaire beaucoup plus distribué, localisé, stable et résistant. La géographie n'offrira plus aucun avantage concurrentiel. Il faut oser quand même ça. Hein. Voilà. De combattre, hein. Oui. Voilà. Donc, mon propos, c'est pas. J'en ai rien à faire, moi, que les gens soient végétariens ou végétaliens. Hein. Pas, le débat n'est pas là.
chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez bien que là, c'est autre chose. On est en face d'une rupture anthropologique, vraiment une rupture de civilisation. Et si vous voulez, c'est ça le plus important. Le reste, on pourrait dire aussi, hein, parler de sécurité alimentaire quand il n'y a plus que 10 multinationales qui tiennent la production de nourriture. Parler de la tartuffe Rixey, on calcule soi-disant que c'est bon pour le climat, etc. Enfin bon, ici, je crois qu'il y a pas mal d'anciens agriculteurs et savent très bien que sans bêtes pour pâturer, il n'y a plus d'agriculture et on ne fait plus non plus pousser de légumes, et puis c'est bon pour le climat, etc. Je ne ferai pas un exposé sur l'intérêt, l'indispensable agriculture pour endiguer ce qui nous arrive avec le climat. Je me concentre vraiment ce soir, c'est ça, mon alerte, elle est là, c'est sur la rupture de civilisation. Je veux dire, et c'est là où pourquoi je l'appelle steak barbare, c'est parce que, si vous voulez, c'est facile à imaginer, la construction de l'imaginaire. Quand on sait que ce qu'on a dans l'assiette, même quand c'est de la malbouffe, ça vient quand même, ça passe par le stade animal et la nature, ça nous relie au reste du monde. C'est quels enfants on va construire avec donc des jeunes qui sauront simplement que leur vie dépend simplement de l'usine et non plus de la planète. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi, si vous voulez, la deuxième barbarie, c'est ce côté sans limite, j'appuie sur le bouton, j'ai tout. Je n'ai pas à attendre. Clic, clic, je veux, j'ai. J'invente un goût, j'ai. Je veux dire, c'est l'annihilation du désir, parce que le désir, c'est bien d'attendre, c'est bien de dire, je ne l'aurai pas maintenant, ou je vais attendre 6 mois, etc. Donc, je veux dire, l'annulation du désir, enfin, là, c'est des psychiatres qui nous le disent, hein, c'est ce qui fait la violence irrationnelle et la folie. Hein, je veux dire. Donc, deuxième, et la troisième, peut-être, elle est centrale, et là, on touche au cœur de la question avec les véganes, c'est la question de la mort. C'est-à-dire que tout le discours pour faire passer ça, soi-disant, sur le bien-être animal, on confond le bien-être et la mort. La mort, on l'a déjà pas mal évacuée dans nos sociétés. Hein, je veux dire, il n'y a qu'à voir l'état de nos anciens EHPAD. On véhicule les morts, je veux dire, quasiment. Enfin, ça devient rarissime, je ne sais pas ici, mais qui sait encore, moi je fais souvent ce test, qui sait encore plumer et vider un poulet ou dépouiller un lapin. Voilà, bah oui. C'est-à-dire que les gens achètent au supermarché 6 blancs de poulet, ils n'ont pas une idée de l'animal que ça représente, 18 cuisses pour le barbecue, mais je veux dire, vous voyez, ils ne savent pas qu'il y a 9 poulets derrière. Il n'y a même plus cette image-là. Donc, on a déjà considérablement évacué, et si vous voulez, l'animal, on les chosifie. Et la chosification, la désanimalisation, pour moi, elle va de pair avec la déshumanisation. Et je renvoie, quand je disais c'est une rupture de civilisation sur 10 000 ans, une civilisation de 10 000 ans, c'est aussi tout ce qui est coévolution. C'est-à-dire que, pareil, je parle sous contrôle des gens qui sont ou qui ont été agriculteurs, je veux dire, la manière dont il y a une interdépendance complète avec le milieu, enfin, quand on est un paysan correct, je veux dire, on sait bien qu'on ne fait pas n'importe quoi dans la nature, on sait bien ce qu'apporte une haie à une pâture, etc. etc. Et on sait aussi les interactions du monde sauvage. Il n'y a qu'à voir les renards qui viennent manger dans les poubelles. Enfin, je veux dire que on a façonné le monde sauvage. Aujourd'hui, l'état de la Terre, le monde sauvage est façonné sur le monde humain. Donc, mettre tout ça sous le tapis, nier tout ça, je veux dire, ça fait partie des barbaries que je dénonce. Et quand je le dénonce, c'est parce que ça a un impact gigantesque sur la constitution de la société. Ce type de nourriture, ils le disent, comme dans l'extrait que je vous lisais, ils parlent de nutriments. C'est-à-dire, on réduit la nourriture, qui est un acte social, je veux dire, on nous réduit à des Formule 1, quoi, ou à des sportifs, et il vous faut la dose de nutriments. Et vous regardez, parce que c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes financements, la mise en place du marketing du faux, parce que c'est comme ça un empire du faux qui avance. On ne vous parle plus de nourriture, on vous parle de nutriments, on vous culpabilise sur votre forme, je veux dire, on ose parler des gens qui crèvent de faim,
en parlant d'eux qu'ils ont un déficit en protéines. Non, mais je veux dire, vous voyez ce que veut dire la novlangue, comment elle s'installe, et aujourd'hui, regardez comme ça prend. Je veux dire, il n'y a pas une ferme où on ne dit pas j'ai mon plan protéines, on ne parle plus de fourrage, de système fourragé. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une cancérisation comme ça de ce type de marketing sur lequel il faut être vigilant, quoi. Exactement comme les fausses viandes végétales s'appellent saucisses, escalopes, pâtés. C'est un vrai scandale, ils reprennent les noms des métiers de bouche. Et si je reviens sur la mort, je veux dire, la viande, c'est pas de la viande. La viande, c'est la chair d'un animal mort. C'est une définition officielle de ce qu'est la viande. Donc, ce qui est in vitro, c'est pas de la viande de synthèse. Je veux dire, c'est un objet qu'il faudrait pouvoir nommer, mais personne n'est capable de le nommer, en fait. Et ils ont fait un débat, tous ces gens qui en fabriquent, hein, ils ont lancé un débat public à San Francisco, et je les ai vus débattre. Et c'était, on l'appelle viande de synthèse, viande ceci, viande ça. La seule chose qui tenait à garder, c'est viande. C'est tout. Le reste, si vous voulez, c'était des faux débats, quoi, hein. Voilà un peu le... Ça va? Moi, je peux en mettre une couche. Non, bon, je veux dire, vous avez bien compris que c'est la rupture anthropologique et l'occultation de la mort qui me mobilise. Je regarde si j'ai vraiment oublié des choses essentielles. Oui, non, enfin, ce que je voulais souligner, c'est que pour le replacer dans l'histoire agricole, de ces, on va dire, 50 ou 70 dernières années, depuis la Dernière Guerre mondiale, l'agriculture comme on la connaît avec ses dérives industrielles, elle est vraiment le fruit d'une pensée technique, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'on ajoute toujours un wagon au train qui déraille, on ne met jamais en cause le train et la voie, hein. Je veux dire, par exemple, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas dans un poulailler industriel ou un élevage porcin. Je prends l'élevage au porc, avec les algues vertes chez moi. Bon, on ne va pas remettre en cause la production industrielle. On va essayer de mettre au bout du truc quelque chose pour nettoyer, pour méthaniser, etc., etc. Donc c'est vraiment la logique technique. Et là, il faut bien se rendre compte que, parce que les gens, quand on conteste cette marche-là, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai eu des discussions avec les transhumanistes démocrates, parce qu'il y a les Elon Musk républicains, libertariens, et puis il y a les démocrates. Et c'est ça. Ils trouvent un moyen d'avoir une gauche et une droite chez les transhumanistes, parce que eux, oui, parce qu'il y en a, ils veulent se transformer eux-mêmes, et les autres, ils veulent que tout le monde ait accès à devenir Robocop, quoi, hein, à se changer des choses et tout. Le gars, il me disait, je fais une parenthèse, il ne comprenait pas, il m'alpague, parce qu'il avait dû voir mon CV, il m'alpague en disant, je ne comprends vraiment pas, vous, au Nouvel Observateur, vous êtes contre les OGM. Je ne comprends pas pourquoi. Alors j'essaie de lui expliquer, et puis il me dit, mais quand même, si on te modifiait génétiquement, tu serais content, tu ne serais pas content de vivre? Je lui dis, non, moi je veux mourir. Le plus tard possible et en bonne santé, mais je veux mourir. Je veux pas vivre 200 ans. C'est une horreur. Il ne comprenait pas. Hein. C'était vraiment... voilà. Donc, j'en reviens à tout ça pour dire qu'il y a des gens de bonne foi, totalement partis sur une voie qui nous effraie, mais je veux dire, ça peut être des gens de très bonne foi, des ingénieurs qui croient en leur truc, etc., qui ne voient pas plus loin que leur microscope, mais bon... parce que là-dessus, voilà, ils ont évacué toute culture de société, hein, ils sont sur leur truc. Et si vous voulez, je trouve que entre guillemets, pas cette avancée, je sais pas quoi, cette aventure-là de l'in vitro, c'est un pas de plus, non seulement dans la chosification, je disais tout à l'heure, de la vie, mais c'est aussi dans la réduction, hein, des processus. Avant, on s'est attaqué, on a spécialisé les animaux, hein, on a transformé les animaux qui fournaient plein de trucs en vache à lait, vache à viande, etc. Pareil pour les poulets, hein, au point où on a quoi? Je veux dire, 2 races de poulets, y compris chez les bio, hein, ceux qui pondent et ceux qui font des poulets. Bon, je caricature un peu, mais c'est ça, je veux dire, de fait, c'est pareil pour les porcs, je pourrais vous prendre toutes les productions. Donc,
les chèvres, je veux dire, hormis la Sainte-Naine, je veux dire, il y a hein, les élevages de chèvres, on cherche comment? Il n'y a rien de plus industriel que... Ah bon, on est d'accord, oui. Et donc, mais là, on va plus loin. On va spécialiser, on va esclavagiser la cellule. Ils n'avaient pas encore trouvé ça. Là, on est, d'un point de vue de la logique technique, c'est l'esclavage de la cellule. C'est quand même inouï, non? Je veux dire. Et on manque, on va dire, de philosophes pour penser ça, parce que moi, je suis incapable de penser à la situation. J'ai interviewé 2-3 philosophes là-dessus. Mais il devrait y avoir des séminaires, il devrait y avoir des tribunes dans le monde dessus. Je veux dire que c'est où on va quoi là-dessus. Voilà, c'est un peu hein, sur la mise en esclavage de la cellule et de l'ADN, hein, qui est quand même la première brique du vivant. Hein. L'instant qu'on bricole l'ADN, on touche à quelque chose qui. Enfin voilà, on rejoint la barbarie que je dénonçais tout à l'heure. Voilà en gros les alertes. Hein. Et si on pousse au bout, parce que si vous voulez derrière, je disais, on nourrit. On nous alimente. On nourrit des êtres humains, on alimente un circuit électrique et eux, ils nous alimentent. Ils veulent nous alimenter avec des nutriments, je disais, ça s'adresse à l'individu, ça ne s'adresse plus à l'acte collectif du bien vivre. Quoi. Et si vous voulez, quand vous poussez comme ça le curseur ou la trajectoire de ce qu'ils racontent, ils sont toujours pour le bien-être, hein, c'est chacun dans sa case. On mange ce que tu dois manger pour ton bien-être, parce que c'est pas bien de prendre du gras, c'est pas bien de ceci, c'est pas bien. Enfin, il faut être hygiéniste comme ça et dans sa case. Tu seras heureux parce que tu choisiras tes goûts des faux trucs. Et si vous voulez, en gros, c'est le gavage de l'être humain, quoi. Hein, on va vers le gavage de l'être humain. Alors, il faut savoir si je tire l'addition des problèmes de rupture de civilisation, de construction de l'identité. Hein, parce qu'en fait, on met, quand je dis on gave les gens dans leur case, on est en train, avec ces régimes de nutriments, de développer chez les gens une sorte, comment on pourrait appeler ça, de bulle alimentaire individuelle. Ouais, de bulle alimentaire. Alors que l'acte alimentaire, ça a toujours été un acte social. Voilà en gros. Alors donc, je ne sais pas, bon, je vais conclure. Hein. La conclusion, c'est est-ce qu'on va... Il faut se dépatouiller avec tout ce que je dis, enfin, mais est-ce qu'on va vers, dans le futur, et le futur proche, parce que là, c'est des gens qui mettent en route des choses à 10 ans, à 20 ans, est-ce qu'on va vers, notre alimentation va dépendre d'un ministère de l'agriculture, de l'écologie, de la biodiversité, de l'usage de la terre, on l'appelle comme on veut, parce que je pense qu'il va falloir quand même être transdisciplinaire, ne pas couper l'agriculture du reste des relations à la nature, climat compris, biodiversité comprise, ramasseurs de champignons et chasseurs compris, enfin je veux dire, c'est un tout, la relation à la nature, on va avoir besoin de parlement de la nature en gros, ou bien ça sera le ministère de l'Industrie et des Biotechnologies qui nous nourrira, quoi. Voilà.